Alors, après cette étude lumineuse, nous allons rentrer dans un dialogue entre Stéphanie Joliveau de Publicis et Elisha Karmitz, le patron de MK2, et on va parler de ce moment un peu spécial qu'est la façon dont le luxe s'insère dans la pensée avec un grand P. Bonjour Elisha, on est très heureux de t'accueillir sur cette scène. Merci. Pour cette tribune sur le luxe de la pensée. Alors c'est vrai que les marques de luxe sont de plus en plus dans une nouvelle ère culturelle. Ma première question va porter sur la transmission et l'héritage. Donc ton père, Marine Karmitz, était un grand visionnaire, un révolutionnaire. Il a créé MK2, zéro compromis. Donc ma première question est simple. Ton frère et toi, vous êtes des passeurs de culture, de contre-culture ou de résistance culturelle? Écoutez, d'abord merci de m'inviter. Un peu tout à la fois, je dirais. L'acte de naissance d'MK2, c'est une société qui est née en 1974, qui a été en effet fondée par mon père, que je dirige aujourd'hui avec mon frère. Et son acte de naissance, c'est la première salle qui a ouvert Place de la Bastille, qui à l'époque s'appelait 14 juillet, et qui a ouvert un 1er mai. Donc c'est déjà tout un programme dans l'acte de naissance. Et quand on pose la question à mon père, on a fait ce travail-là maintenant il y a quelques années, de redéfinition, ou en tout cas d'explicitation du but fondamental de l'entreprise. Mon père le définissait ainsi, disait le but fondamental d'MK2 est de résister à la destruction du monde. Donc évidemment, dit comme ça, c'est à la fois un peu... Qui est d'autant plus urgent aujourd'hui d'ailleurs. C'est aujourd'hui assez urgent, c'est un objectif un peu ample, il n'est pas facile à transmettre aux collaborateurs. Mais en même temps, quand on remet les choses dans leur contexte, on les comprend mieux. Mon père est né avant la guerre, en 1938. Il a vu le monde détruit sous ses pieds. Il a eu peur pour sa vie. Et dans les années 70, MK2 était en fait un outil pour participer à la révolution culturelle de l'époque, celle du nouveau cinéma, du nouveau théâtre, des luttes contre la guerre du Vietnam. Et en fait, le cinéma est presque devenu une modalité de la lutte. Et à travers les années, chez MK2, on est d'abord une société d'idées, de valeurs, de buts fondamentaux qu'on réinvente dans le contexte contemporain pour continuer à faire vivre nos idées. Et aujourd'hui, en effet, on lutte contre une certaine forme de destruction du monde où on voit qu'on y est tous quand même potentiellement... on peut le subir. On est entre nous, je connais, tu es cage, donc tu peux te lâcher. Écoutez, en effet, je pense que à la fois que ce soit les confinements, aujourd'hui on est en train de vivre dans une guerre, on sent qu'on a quand même des pays qui sont extrêmement conflictualisés, qu'on a des tensions qui sont extrêmement fortes, et que je crois qu'il est toujours important de revenir vers notre histoire pour essayer d'anticiper les périls et les menaces qu'on a en face de nous. Elles changent de nature, mais par contre, en effet, il y a des buts fondamentaux qui ne changent pas. Je pense que ce qui fait aussi la force d'une entreprise, c'est celle d'avoir un but fondamental extrêmement clair et de ne pas en dévier, et aussi d'avoir des valeurs et avoir une capacité à les exprimer clairement. Nous, c'est celle de la sélection du contenu. On est d'abord des gens qui choisissons pour le public. Le lien qu'ont nos clients avec nous, c'est celui d'un lien de confiance. On leur vend des souvenirs, on leur vend de la mémoire, on leur vend des émotions. Et ils viennent chez nous avec confiance dans les choix et dans la sélection qu'on fait. Donc on reste des passeurs. En effet, on est des agents de contre-culture, puisqu'on est aussi des passeurs dans la capacité à faire partir des choses de l'underground et à l'amener vers un public plus large. Et aujourd'hui, quand je ne dis pas à tous mes collaborateurs qu'en effet notre but fondamental c'est de résister à la destruction du monde, on va le dire d'une manière qui va être un petit peu plus construire les nouvelles utopies. Plus construite, qui est celle en effet de construire de nouvelles utopies, qui est celle d'être un espace de contre-culture, un espace de résistance à une certaine forme de pensée uniformisée, un espace de diversité, aussi un espace d'inclusivité, mais on est ça depuis 50 ans, on fêtera nos 50 ans en 2024, donc on n'est pas ça dans une réaction à l'actualité, et notre politique, notre manière de nous comporter ne doit pas être en réaction à l'actualité, on doit arriver par notre analyse du passé et du présent, arriver à dépasser des comportements hiérarchiques en fonction de l'actualité. Ouais. Quand je pense à MK2, je pense à la libre pensée surtout. Voilà, faites bouger les lignes et c'est bien. C'est l'ensemble de la construction idéologique de l'entreprise, si vous voulez. Je pense qu'en effet, on se considère nous-mêmes comme une entreprise à mission, même si on n'est pas dans les classifications actuelles des entreprises à mission. Et la mission qu'on se donne à nous-mêmes, la responsabilité qu'on se donne à nous-mêmes, c'est celle de créer des outils qui permettent aux gens de pouvoir penser par eux-mêmes, donc de construire leur libre arbitre, et en construisant leur libre arbitre, de se garantir à chacun des conditions de liberté.
Je pense que tant qu'on a des espaces de cette nature-là, on peut rêver d'une certaine forme de liberté et surtout d'une liberté où en effet chacun a des outils pour se la construire et on pense que c'est comme ça qu'on arrive à résister. C'est notre construction intellectuelle, c'est ça qu'on transmet à notre public. Et justement, l'autre idée du cinéma MK2, la diversification que vous avez fait, est-ce que tu peux nous en parler en fait, parce que ça va très loin. Bien sûr, c'est vrai qu'une fois en fait finalement qu'on a un socle idéologique qui est très fort, comme je vous le dis, je pourrais vous présenter presque MK2 comme une société qui n'est pas une société de cinéma. C'est pas le but parce qu'évidemment c'est notre cœur d'activité premier. Et évidemment avec toutes ces idées-là, ça nous permet aussi d'écarter les lignes et de pouvoir diversifier les choses. Dans les actions récentes qu'on a menées, que vous avez peut-être vues ou pas et qui ont été significatives. On a créé une innovation qu'on a lancée en pleine période de couvre-feu, donc il y a à peu près 1 an et demi, en mars de l'année dernière, qui est un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Paradiso, où en fait on a créé un nouveau lieu de vie au-dessus d'une de nos salles de cinéma, où on a monté un hôtel. Dans chacune de ces chambres d'hôtel, il y a un écran. Et sur cet écran, on a à la fois accès à l'ensemble des plateformes et dans les suites de l'hôtel, on a accès aux films qui sont projetés dans la salle en bas. C'est une offre qui n'existe nulle part ailleurs. On y trouve aussi un rooftop, on va trouver un karaoké, donc c'est un lieu extrêmement vivant. Et c'est vrai que ça nous permet... C'est le seul hôtel cinéma au monde aujourd'hui. C'est le seul hôtel cinéma au monde. Ce que je peux vous garantir, c'est que même au Moyen-Orient, vous ne trouverez pas un hôtel dans lequel on vous proposera de voir James Bond dans votre chambre le jour de sa sortie. C'est une espèce d'hybridation aussi des expériences entre celle de l'hôtellerie et du cinéma. Si on se reprojette quand même il y a 1 an et demi, si on prend tout ce qui ne marche pas et qui est fermé, on le met ensemble et on lance un nouveau concept. Donc il faut quand même avoir les tripes de le lancer. C'est un franc succès et on sent que ça répond surtout à des usages différents, un petit peu plus hybridés. Mais l'idée de l'hybridation de la culture, c'est quelque chose qu'on porte aussi depuis 10-15 ans. Déjà en 1974, quand la salle de cinéma à Bastille ouvre, elle ouvre avec une librairie. Aujourd'hui, ça paraît être une banalité, mais dans les années 70, ouvrir une salle de cinéma avec une librairie, c'est déjà quelque chose de nouveau. Le concept même du lieu de vie est quelque chose de nouveau. Il est très dévoyé aujourd'hui, à la limite tant mieux, parce qu'il a été réapproprié. Et l'une des actions fortes qu'on a menées pour hybrider ces choses-là, depuis 10 ans, on porte une marque qui est Paradiso, qui a ensuite donné l'hôtel, mais qui avant ça était et est toujours un événement qui d'abord s'est déroulé au Grand Palais. Je crois que vous avez les images derrière moi, et où pendant 10 jours, une société, nous on reste quand même une société de taille petite, intermédiaire, indépendante. On louait le Grand Palais pendant 10 jours pour créer un grand festival de musique, de cinéma, de gastronomie, d'art. Et on arrivait à faire converger tous ces éléments pour proposer finalement un angle différent sur la culture à des publics jeunes et à des publics nouveaux. Ça aussi était un franc succès. Cet événement existe toujours. Aujourd'hui, il est dans la cour carrée du Louvre. Et on est passé d'un événement payant, assez cher d'ailleurs, à un événement gratuit. Et cet événement a été un support pour aussi de nombreuses marques, comme notamment Chanel, qui avait déployé une partie de son activation autour du lancement du parfum Chance sous la nef du Grand Palais. Le Louvre et la Fondation Carmignac d'ailleurs, hein, puisque vous avez ouvert le bal aussi à la Fondation Carmignac. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, en effet, l'événement se déroule à la fois au Louvre et il a des satellites en province et dans d'autres aussi en banlieue parisienne, et notamment un très bel événement qu'on a initié l'année dernière à la Fondation Carmignac, dans un lieu absolument sublime à l'intérieur de la Fondation. Et c'est vrai que c'est des moments absolument magiques. Et le but de cet événement, c'est de créer de l'émerveillement par la culture et donc de saisir les gens par ces émotions aussi fortes. Mais ce qui est assez formidable, c'est qu'on arrive aussi à mettre des audiences de 2, 3, 4 000 personnes devant des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ou un film de Woody Allen en noir et blanc, à majorité de jeunes dans la salle. Donc, par d'autres formes de médiation, on arrive aussi à connecter différemment avec les publics qui nous intéressent. On va parler aussi de la relation de MK2 avec les marques de luxe, Craft pour le luxe. On sait que le cinéma, c'est vraiment le média qui bénéficie de l'empreinte mémorielle la plus importante. Tu parlais d'émotion tout à l'heure. Le luxe est devenu de plus en plus émotionnel, conversationnel. Aujourd'hui, le cinéma, en tous les cas, à mon sens, participe à l'élévation des marques. L'agence que vous avez montée, MK2, l'agence augmentée, justement, tu peux nous en parler?
Oui, en fait, l'une des raisons aussi qui justifie ma présence ici, c'est pour être très rapide sur un point de modèle économique très clair. Aujourd'hui, dans le cinéma, une grosse partie de la marge des exploitants de cinéma est faite par de la confiserie ou par de la vente de restauration. Nous, on n'a pas envie de faire ça parce qu'on considère que c'est pas notre métier et que si l'avenir de notre secteur, c'est de gagner sa vie en vendant du popcorn ou de la restauration, il faut peut-être qu'on fasse autre chose parce que ça correspond pas tout à fait à notre mission. On a compris ça très vite et comme notre première valeur, c'est la sélection du contenu, on doit être entièrement autonome et indépendant dans notre sélection de contenu. Et il va de soi que quand on repose sur la vente de confiserie ou quand on a des salles qui sont extrêmement équipées technologiquement, on ne peut pas y montrer tous les contenus. Un grand film comme Avatar est plus adapté à ces salles-là. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est Cold War de Paweł Pawlikowski, qui est un film polonais en noir et blanc, où ça va être Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, qu'on a coproduit et emmené aux Oscars l'année dernière. Et donc, plutôt que de travailler à essayer à tout prix de vendre des produits de confiserie à nos clients, nous, on s'est rendu compte que notre contenu nous amenait une audience magnifique et qu'on avait une capacité à monétiser cette audience. Et pour monétiser cette audience, on a eu besoin de créer des médias et d'avoir des éléments de transmission de nos valeurs, de ces idées aux audiences, et donc de créer une agence qui permettait aux marques de toucher notre cible via nos médias ou via de la production d'événements, de brand content ou de tout ce que la communication aujourd'hui nous permet comme modalité d'innovation et comme moyen d'expression. Et ça fait maintenant près de 15 ans qu'on fait ça. On a une agence en interne qui s'appelle MK2+. On a collaboré avec des marques extrêmement nombreuses, peut-être certainement beaucoup qui sont représentées ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va encore plus loin dans cette stratégie-là. On investit de plus en plus sur nos médias, aussi pour une raison très claire, qui est qu'on pense qu'il faut faire vivre ces conversations, la conversation sur le contenu, la conversation sur les idées, la conversation sur le cinéma. Et c'est pour ça qu'on a par exemple deux projets. Un projet qui s'appelle MK2 Institut, où aujourd'hui on crée près de 300 conférences avec les plus grands intellectuels dans nos salles de cinéma, qui demain vont devenir des journaux, des podcasts, toute une série de développements médias, et qui est une très bonne angle de prise de parole parce qu'on a un public qui vient vraiment écouter les plus grands juristes, les plus grands philosophes et les plus grands sociologues, donc qui sont vraiment en attention. Et c'est des conférences payantes, donc avec un vrai engagement du public, ou un projet comme MK2 Curiosity, où on a créé ce qu'on pourrait appeler une plateforme, mais que nous on définit plutôt comme un journal en ligne, une sorte de ciné-club permanent, et où on a pris un angle qui est complètement à l'opposé de celui des plateformes actuelles que vous connaissez, qui est celui surtout de faire redécouvrir les films de catalogue et les films qu'on ne voit plus, ceux qui dorment sur l'étagère, ceux qui dorment dans les catalogues, ceux que les algorithmes ne vous proposeront jamais, et que nos programmateurs, par l'acuité de leur vision, sont capables de vous proposer au bon endroit, au bon moment. Un programmateur chez nous, c'est comme un directeur artistique dans la mode ou dans le luxe, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et c'est de son choix que découlent les actions de l'entreprise et les pouvoirs dans l'entreprise. Voilà, le craft, et en fait, vous êtes une sorte d'agent culturel pour les marques de luxe aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant. Et nous, on a très vite compris qu'on avait besoin d'intégrer cet élément-là dans notre modèle économique et que c'était aussi pour nous un vecteur de liberté dans notre modèle économique. Ça nous offre des possibilités de faire plus de choses. Et aujourd'hui, je vais être franc, quand on parle de MK2 Institut, l'enjeu d'MK2 Institut, c'est pas de changer la face de notre PNL, c'est de faire vivre nos idées. Et nous, ça, c'est la responsabilité qu'on se donne à nous-mêmes. Aujourd'hui, des éléments de prestations, de sponsoring, de fabrication nous permettent de continuer à faire vivre ces idées-là. Et on est organisé, staffé pour savoir engager des conversations avec les marques, comprendre les problématiques de communication et de marketing et créer des projets qui soient sincères, qui soient intelligents, qui soient pertinents et qu'on fera avec du sens parce que notre marque s'engage également dans ces projets-là et qu'on essaie de garder à la manière des marques de luxe une très très forte cohérence dans l'ensemble de nos actions. Et je dois dire que sur ces aspects-là, on apprend aussi beaucoup du luxe parce que je pense que c'est l'un des aspects dans lesquels le domaine du luxe est le plus pertinent, à savoir amener une cohérence extrêmement forte de la création jusqu'au point de vente. Et tu parles beaucoup de conversations, mais c'est aussi toute cette période du Covid qui a amené des formats beaucoup plus conversationnels dans l'univers du luxe. On va finir en mode prospective. Les utopies futures de MK2, c'est quoi la nouvelle vague culturelle des jeunes générations? Je ne sais pas si tu as lu Télérama récemment. Il y avait tout un article sur la défense du cinéma. Catel, qui les verrait, disait le cinéma, c'est l'avenir de la série, et particulièrement le cinéma d'auteur, hein, parce que c'est celui qui prend des risques et c'est celui qui va former les talents de demain.
Je pense qu'elle a raison et si vous voulez, je pense que c'est évident. C'est quelque chose qui est beaucoup dit dans la critique, notamment de Netflix, c'est que les grands talents n'émergent pas des plateformes. Aujourd'hui, ils ont des formes d'incubation qui sont différentes et aujourd'hui, les talents d'aujourd'hui de l'audiovisuel naissent par le cinéma et par une autre forme de fabrication. La série de Catel Kilevere est certainement la meilleure de l'année. Elle s'appelle Le Monde de demain, si je ne dis pas de bêtises. Et le seul point que je voulais vous évoquer là-dessus, c'est que évidemment, dans les attentes d'inclusivité ou de représentativité des jeunes générations, d'abord, ce n'est pas une rupture d'aujourd'hui. Cette rupture, elle est en marche depuis très longtemps. Donc je pense qu'on est aussi dans des formes de continuité. On a chez MK2 un média qui s'appelle Trois Couleurs, où les couvertures que vous voyez là sur le cinéma et l'inclusivité, elles datent de 2014. Le texte introductif est un texte de Virginie Despentes. Donc ces problématiques-là, elles existent depuis extrêmement longtemps. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est MeToo, qui a été une accélération de ce domaine-là, qui à la fois touche beaucoup de nos secteurs et ont amené beaucoup de changements, une précipitation dans d'autres modèles. Nous, on reste des gens... qui se déplacent sur YouTube aujourd'hui. Qui se déplacent partout et où on essaie, nous aussi, de garder de la mesure. Et notre enjeu en particulier, nous, avant d'analyser les aspirations des cibles, c'est de savoir quelles sont les aspirations des artistes. Les aspirations des artistes, c'est pas toujours de parler à un public, c'est d'avoir quelque chose à dire. Ce qu'on fait chez MK2, c'est qu'on identifie les artistes qui ont des choses à dire, qui ont une pensée sur le monde contemporain, qui ont une pensée sur leur art même en train de se faire. Et c'est ceux-là qu'on met à l'honneur. Et le cinéma est un produit d'offre et non de demande. Donc on n'est pas dans une logique de répondre à une demande ou à répondre à des injonctions dans la manière dont on produit. Simplement, on essaie de penser par nous-mêmes et de comprendre le monde en mouvement tel qu'il est. Et faire bouger les lignes. Merci Elisha. Je pense que tu nous as transmis ta fureur de vivre le cinéma. Et on est assez rassurés sur le fait que la nouvelle vague de la libre pensée est bien présente en tous les cas dans le groupe MK2. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux pour ce moment qui était... Ouais, pour toutes ces punchlines d'abord, et puis pour ce moment qui était un peu dans la thématique du Paris Luxury Summit il y a 2 ans, dans une thématique punk.